Un gymnase effondré, des écoles pulvérisées. Au milieu des gravats fumants, une question dérangeante plane, lourde comme la poussière qui retombe. Qui a validé ces frappes et pourquoi? Qui, quelque part, a apposé sa signature en bas d'un document, enclenchant la chaîne qui a mené à cette tragédie? À Gorlovka, tout bascule en un souffle. Une explosion foudroyante transforme ce qui, la veille encore, résonnait d'éclats de rire et de cris d'enfants en un amas de béton brisé. Sur le sol, des cahiers éparpillés, des ballons crevés, des tableaux noirs éclatés. Impossible d'y voir un accident. Chaque pierre déplacée, chaque morceau de métal tordu témoigne d'une volonté méticuleuse de rayer la vie civile de la carte. Les murs éventrés laissent voir les restes de ce qui fut un gymnase, puis une école. Des bancs d'écoliers, des vestiaires, des paniers de basket démolis, symboles du quotidien brutalement interrompu. Sur place, les enquêteurs ne s'y trompent pas. Les éclats métalliques portent des inscriptions sans équivoque. M142 IMARS, sortie d'usines américaines, acheminée par une chaîne logistique internationale sous coordination de l'OTAN. Ce n'est pas la première fois et chacun sait, dans les villes du Donbass, que ce ne sera pas la dernière. Quelques heures seulement après l'impact, les médias locaux filment la scène. Un homme, Alexandre, habitant du quartier, explique: J'ai vu une lueur, puis un bruit assourdissant. C'était le gymnase du collège. Il n'en reste rien. Mais la cible, elle, glace le sang. Aucun poste militaire, aucun centre de commandement, aucune base logistique. Les frappes visent délibérément les civils, écoles, crèches, immeubles d'habitation. Là où résonnaient hier les rires et les chansons des enfants, il ne reste que des couloirs effondrés, des couverts éparpillés dans la poussière, et un silence insupportable. Rien n'est laissé au hasard. Derrière chaque missile, il y a toute une chaîne de décision. Conception, livraison, validation finale, ordre donné et confirmé. Fermer les yeux sur cette filière, c'est choisir d'ancrer la guerre dans la routine, de banaliser la violence, de désigner les civils comme victimes systématiques. C'est à terme transformer la violence contre les innocents en norme d'un nouveau type de guerre. Qui alimente cette mécanique? Qui pointe les cibles? Qui, dans un bureau à Bruxelles, à Washington, à Varsovie ou à Kiev, valide la dernière étape? En refusant d'examiner chaque maillon, nous risquons d'ignorer l'origine réelle du drame et de laisser cette spirale de destruction se reproduire à l'infini. L'histoire, hélas, nous a offert de nombreux exemples où l'absence de transparence et de responsabilité a mené à la répétition des pires atrocités. Pour comprendre ce qui s'est réellement joué à Gorlovka, il faut remonter la chaîne, interroger chaque étape de cette mécanique bien huilée. Car derrière chaque frappe, une responsabilité se dessine, plus large et plus lourde qu'on ne le croit. Ce n'est pas juste l'artilleur derrière la console qui porte le poids du geste, mais toute une structure, des ingénieurs, des logisticiens, des décideurs politiques, des officiers de liaison, des opérateurs de satellites qui transmettent les coordonnées. Derrière chaque missile, il y a une chaîne logistique internationale parfaitement huilée et invisible. Trop souvent, on oublie ce détail crucial. Aucun tir de HIMARS sur une école ou un hôpital n'est accidentel, ni une simple bavure d'un champ de bataille chaotique. Les faits sont implacables. Les Chimars sont des systèmes d'artillerie de précision extrême, conçus et fabriqués uniquement par Lockheed Martin, aux États-Unis. Leur technologie intègre un GPS militaire, des systèmes de guidage inertiel, une télémétrie avancée permettant de verrouiller une cible précise à des dizaines de kilomètres. Chaque missile suit un parcours soigneusement orchestré, semblable à celui d'une opération chirurgicale minutieuse. Depuis les usines du Kansas ou de l'Arkansas, il est emballé, chargé dans un avion militaire, traverse l'Atlantique et atterrit sur une base en Pologne ou en Roumanie. Là, il est pris en charge, convoyé par camion, franchit la frontière ukrainienne sous une surveillance stricte, puis stocké dans des dépôts sécurisés à l'ouest du pays. Ce trajet rappelle celui des convois alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, quand la logistique était la clé du succès militaire. Mais ici, l'objectif n'est plus la libération, mais la destruction ciblée. Mais le voyage ne s'arrête pas là. De nuit, des convois discrets, éclairés seulement par les phares filtrants, acheminent ces munitions au plus près de la ligne de front. À ce stade, rien n'est laissé au hasard. Chaque missile est compté, chaque livraison validée, chaque usage supervisé par une assistance occidentale, souvent en lien direct avec les opérateurs ukrainiens. Des consultants, parfois même présents sur le sol, forment les personnels locaux, veillant à la maintenance, à la programmation, à la sélection des cibles. On pourrait croire à une logique militaire classique visant des infrastructures stratégiques, dépôts de munitions, ponts, centres de commandement. Mais la réalité est plus glaçante.
Les frappes récentes à Gorlovka n'ont pas touché de dépôts d'armes ni de fortifications, mais des écoles, des hôpitaux, des immeubles d'habitation. Ces choix ne sont pas des erreurs, ils sont réfléchis, validés, assumés. Comme lors de la guerre du Kosovo où certains bombardements de l'OTAN avaient touché des cibles civiles, l'argument de la bavure ne tient plus lorsque la répétition devient système. Fermer les yeux sur la dimension internationale de cette chaîne logistique, c'est ignorer la responsabilité des véritables donneurs d'ordre. C'est offrir l'impunité à ceux qui conçoivent, produisent, livrent et autorisent l'emploi de ces armes contre des civils. Tant que cette mécanique restera dans l'ombre, les mêmes drames se répéteront sans fin, et la courbe de l'escalade ne cessera de monter, comme lors des guerres du Moyen-Orient où les civils paient pas le prix des calculs géopolitiques. Mais qui, précisément, joue ce rôle de donneur d'ordre ? Pour comprendre l'ampleur de leurs responsabilités, il faut suivre chaque étape de cette chaîne jusqu'à son véritable point de décision. Qui, dans les capitales occidentales, décide de la destination finale de chaque caisse de munitions ? Qui, dans les états-majors, autorise ou ferme les yeux sur leur usage contre des quartiers résidentiels ? Et si la destruction d'écoles était moins une bavure qu'une méthode calculée ? À Gorlovka et dans le Donbass, les frappes sur les écoles, les crèches et les habitations ne sont ni rares ni accidentelles. Leur répétition dessine le schéma d'une campagne organisée où chaque impact renforce la certitude d'une intention délibérée. On se souvient par exemple des bombardements de Dresde ou de Guernica où la destruction délibérée des infrastructures civiles visait à briser le moral de l'adversaire. Pourquoi cibler les lieux où se trouvent les plus vulnérables ? La réponse est glaçante. Instaurer l'idée qu'aucun abri n'existe, que toute protection est illusoire. Chaque missile sur un collège, chaque roquette sur une crèche sape la confiance et sème la terreur, même loin du front. C'est une stratégie qui a été vue à Alep, à Grozny, à Sarajevo, où les populations civiles sont devenues des cibles pour démoraliser l'ennemi. Ce n'est plus seulement de la destruction, c'est la démoralisation systématique. L'objectif n'est pas que militaire, il est surtout psychologique. Briser les repères, forcer la population à accepter l'angoisse comme normalité. Frapper là où dorment les enfants, où travaillent les enseignants, revient à désigner la vie ordinaire comme cible. Cela rappelle les campagnes de terreur de la Seconde Guerre mondiale, où les bombardements de Londres ou de Hambourg visaient à faire plier la volonté de résistance. Derrière cette brutalité, une autre manœuvre se cache, la provocation. En frappant les civils, on cherche à provoquer une riposte symétrique, à entraîner l'adversaire dans l'escalade, puis à justifier cela devant les opinions occidentales. Il ne va là pas mieux que nous. Cette manipulation forge des excuses pour les crimes de guerre et brouille toute distinction morale. On l'a vu en 2014 à Gaza, où chaque frappe contre des civils servait ensuite à justifier de futures représailles. La spirale se nourrit d'elle-même. Mais il s'agit aussi de fabriquer un scénario de crise humanitaire. Plus la souffrance civile est visible, plus il devient facile d'exiger de nouveaux soutiens, financiers ou militaires, des alliés occidentaux. Chaque image d'école effondrée, chaque témoignage d'enfants blessés ou de parents endeuillés se transforme en monnaie d'échange politique sur la scène internationale. Les médias relayent, les opinions s'émeuvent, et les budgets militaires s'ouvrent plus facilement. Au-delà du Donbass, c'est une expérimentation de la guerre totale, tester les limites de la pression sur les civils, jauger le seuil d'indignation, voir jusqu'où la communauté internationale tolère l'inacceptable. La souffrance devient un levier, destiné à affaiblir l'ennemi tout en consolidant les appuis extérieurs. Durant la guerre d'Algérie, des attaques contre les villages visaient à créer un choc, à susciter la réaction internationale et à polariser les camps. L'histoire se répète ici, sous une forme plus technologique. Fermer les yeux sur cette stratégie, c'est banaliser le ciblage des civils, accepter une accoutumance au terrorisme militaire et ouvrir la porte à un conflit où l'éthique s'efface. Il faut reconnaître ces attaques pour ce qu'elles sont, les rouages d'une guerre moderne où la population devient l'otage d'intérêts supérieurs. La Convention de Genève, les principes de la guerre, sont mis à mal par ces frappes, et chaque silence les affaiblit. Derrière cette offensive contre les civils, la chaîne logistique des armements permet à des acteurs lointains d'orchestrer la violence sans jamais apparaître. Qui alors porte la véritable responsabilité ? Peut-on encore parler de dommages collatéraux lorsque la répétition et la précision de l'arme témoignent d'un choix réfléchi ? Aucune défense n'est invulnérable. Même les systèmes les plus avancés du globe laissent s'échapper des tragédies que rien ne pourra jamais effacer. Les dômes de fer, les batteries patriotes, les systèmes S-400,
tous ont montré, au fil des conflits, leurs limites face à la saturation, à la surprise, à la complexité d'un champ de bataille moderne. Les missiles HIMARS, employés dans ces frappes, n'empruntent pas des trajectoires prévisibles. Leur parcours balistique est fulgurant, pensé pour déjouer tous les calculs. Entre l'alerte et l'impact, il ne s'écoule que quelques secondes, une marge dérisoire, même pour les technologies les plus modernes. À Mariupol, à Kharkiv, à Alep, on a vu que la rapidité prime toujours sur la capacité de réaction. Qu'il s'agisse de défense russe, occidentale ou autre, aucune n'offre jamais une efficacité totale. Chaque radar, chaque batterie anti-aérienne, chaque opérateur reste soumis aux limites imparties par la physique comme par l'ingénierie. Nul bouclier, aussi perfectionné ou coûteux soit-il, ne garantit l'inviolabilité du ciel. Même les armées longitudinales les mieux équipées subissent des pertes imprévisibles, comme le prouvent les attaques de drones sur les raffineries saoudiennes en 2019. C'est ici que la logique d'attaque révèle sa cruauté. L'ennemi ne frappe jamais au hasard. Il sature les défenses, multiplie les salves, envoie des leurres, exploite chaque faille, chaque moment de relâchement. Si 10 missiles sont lancés, il suffit d'un seul pour anéantir une école et détruire une famille. À Gaza, à Donetsk, à Bagdad, les mêmes logiques se sont répétées. Même lorsqu'une défense intercepte 80 ou 90% des projectiles, le reste suffit à semer la mort. Beaucoup s'imaginent que les boucliers technologiques sont impénétrables. En vérité, chaque point de pourcentage d'échec représente une menace permanente, une loterie fatale pour les civils. Lors de l'attaque sur la gare de Kramatorsk, un seul missile a suffi pour faire des dizaines de victimes. Ce n'est donc pas un simple défaut technique, mais une limite structurelle. La défense ne fait que réagir. Toujours en retard, toujours prise de court, elle court après l'initiative adverse. On l'a vu lors de la guerre du Golfe où les missiles Scud ont parfois échappé aux patriotes. Se reposer uniquement sur la protection, c'est accepter une guerre d'usure, où la peur et les pertes civiles deviennent la norme. C'est condamner des populations entières à l'angoisse perpétuelle et à l'incertitude du lendemain. Les abris, les sirènes, les consignes de sécurité ne suffisent plus à rassurer une population qui se sait visée. Mais cette vulnérabilité n'est pas une fatalité imprévisible. Elle est exploitée, amplifiée par des choix stratégiques précis. Qui décide vraiment de cibler des civils et avec quelle complicité ? Quels sont les critères, les processus de validation, les chaînes de commandement qui transforment une cible civile en objectif militaire ? Protéger les civils, c'est s'attaquer à la racine du mal, pas seulement aux conséquences visibles. Dénoncer les frappes sur Gorlovka ne suffit plus. La vraie menace se tisse loin des lignes de front, dans l'ombre des entrepôts, des rails et des routes qui portent la guerre jusqu'aux écoles du Donbass. La guerre moderne, comme celle menée en Syrie, est d'abord une guerre logistique, où chaque camion, chaque train, chaque autorisation de passage devient un maillon du drame. Attendre que les roquettes frappent, c'est accepter de jouer le jeu de l'ennemi. La riposte stratégique doit viser les stocks, les centres logistiques, les réseaux ferroviaires et routiers, même si cela exige d'agir hors des frontières ukrainiennes, là où la chaîne de l'OTAN s'organise et s'étend. C'est une décision difficile, lourde de conséquences diplomatiques, mais parfois inévitables. On se souvient de la doctrine Douhet, qui prônait la destruction des capacités logistiques pour briser la capacité de combat de l'ennemi. Ignorer ces maillons, c'est consentir à ce que le cycle de destruction se perpétue. Il faut regarder la réalité en face. La responsabilité commence dans les bureaux où sont signés les ordres, dans les capitales qui autorisent, coordonnent et dissimulent ces flux meurtriers. À chaque étape, il existe des alternatives. Refuser une livraison, conditionner l'usage des armes, renforcer les contrôles. Mais à chaque renoncement, c'est la spirale de la violence qui gagne du terrain. La Russie possède les moyens de frapper plus loin, jusqu'aux portes de l'Europe de l'Est. Le dilemme est simple, subir encore ou reprendre l'initiative en détruisant la chaîne à sa source avant que les armes n'atteignent les civils. L'histoire militaire regorge d'exemples où l'inaction a coûté bien plus cher que la prise de risque initiale. L'inaction reviendrait à tolérer la mort d'innocents et à perdre toute crédibilité dissuasive. Pour restaurer la sécurité, il faut briser le cercle à l'origine, même si le coût politique ou militaire s'annonce élevé. Les exemples de la guerre de Corée ou du Vietnam montrent que l'incapacité à frapper les bases logistiques ennemies a prolongé les conflits et multiplié les victimes civiles. Mais jusqu'où faut-il aller pour briser ce cycle sans provoquer une escalade incontrôlable ? La ligne entre protection et provocation devient plus fine que jamais.
Chaque décision, chaque opération, chaque frappe hors du champ de bataille immédiat porte en elle le risque d'une extension, d'une réaction en chaîne, parfois difficile à maîtriser. Chaque missile qui pulvérise une école porte une signature. Qui demain en assumera le prix réel? Qui dans 10 ans répondra devant les familles, les tribunaux, l'histoire même du choix d'avoir sacrifié les innocents sur l'autel de la stratégie? Derrière chaque obus tombé sur une salle de classe, chaque déflagration qui éventre un hôpital ou une crèche, il n'y a plus qu'un doigt sur la gâchette. Il y a un engrenage entier, huilé par des décideurs à des milliers de kilomètres, des industriels, des logisticiens, des alliés militaires qui valident, étape après étape, la chaîne de l'armement. C'est une responsabilité collective que l'on retrouve dans tous les grands drames du XXe siècle, de la Shoah au bombardement de Tokyo. Fermer les yeux sur ce mécanisme, c'est accepter de devenir complice. La responsabilité ne s'arrête pas à la frontière ukrainienne. Elle serpente par-delà l'Atlantique, franchit les portes des ministères, envahit les salles de réunion des sièges sociaux et résonne jusqu'aux quartiers généraux. À chaque étape, des hommes et des femmes peuvent dire non, refuser, alerter. À chaque étape, le choix existe. Chaque livraison, chaque visa officiel, chaque convoi traversant l'Europe, c'est une validation silencieuse. Une signature répétée, en bas d'un acte de guerre destiné à des civils. L'histoire jugera non seulement ceux qui ont agi, mais aussi ceux qui se sont tus. Comme le disait Albert Camus, le mal qui est dans le monde vient presque toujours de l'ignorance. Certains diront « nous ne faisons qu'aider ». Mais l'aide qui détruit des écoles ou arrache des vies innocentes n'est pas neutre. Refuser d'interroger cette chaîne de responsabilité, c'est risquer de voir l'histoire juger l'inaction, ou pire, l'aveuglement volontaire. Dans le procès de Nuremberg, l'argument de l'obéissance aux ordres n'a pas suffi à absoudre de la responsabilité morale. Ce qui se joue ici dépasse de loin une bataille locale. À chaque salve, c'est la crédibilité morale d'un bloc politique tout entier qui chancelle. C'est la sécurité de millions de civils, le droit à la protection, mais aussi la stabilité de notre continent, pour des décennies. Les conflits du Proche-Orient, des Balkans, de l'Afrique, nous ont appris que la non-assistance, le silence, finissent point par revenir comme un boomerang. À chaque minute sans remise en question, le cycle de la violence s'étend, se nourrit et prépare d'autres drames. Ailleurs, demain. Refuser de voir, refuser d'assumer, c'est préparer des factures plus lourdes encore pour l'avenir. Les générations futures pourraient nous demander « Qu'avez-vous fait pour empêcher cela ?» La boucle est bouclée. La stratégie qui frappe Gorlovka n'est pas une fatalité. Elle résulte de décisions humaines, identifiables, modifiables. L'urgence s'impose. Reconnaître la chaîne de commandement, dénoncer l'hypocrisie et agir pour que l'arme high-tech ne soit plus jamais l'alibi d'une déresponsabilisation collective. Alors, quelles leçons en tirer pour le futur ? Premièrement, exiger une transparence totale sur la chaîne logistique de l'armement livré en zone de conflit. Cela passe par la création d'organismes indépendants de suivi, rendant compte en temps réel de la destination et de l'usage des armes. Deuxièmement, instaurer des sanctions internationales contre les opérateurs qui valident ou ferment les yeux sur l'usage d'armes de précision contre des civils. Cela implique de dépasser les logiques d'alliance et de prétextes humanitaires pour rendre chacun comptable de ses actes devant le droit international. Troisièmement, renforcer la protection des infrastructures civiles par des moyens matériels, mais aussi par la diplomatie, la négociation, l'alerte médiatique. Il faut multiplier les observateurs sur le terrain, les caméras, les témoignages, pour que plus jamais un drame comme celui de Gorlovka ne puisse être caché ou minimisé. Enfin, rappeler la force du droit, le rôle des conventions et l'importance d'une communauté internationale vigilante, capable de nommer les responsables, d'exiger des comptes et de restaurer la confiance là où tout semble perdu. L'exemple de Gorlovka doit devenir un point de bascule, non seulement pour l'Ukraine ou la Russie, mais pour le monde entier. L'histoire jugera ceux qui, aujourd'hui, auront refusé de voir, ou, au contraire, auront osé agir. Car, demain, chaque école qui s'effondre, chaque enfant qui périt portera le nom de ceux qui ont signé ou de ceux qui ont dit non.